Chers camarades, bienvenue sur DefiLab, la chaîne qui vous permet de faire de la programmation sur vos téléphones. Alors, la séance dernière, nous avons essayé de voir qu'est-ce que c'est que Python. Et aujourd'hui, nous allons continuer avec une nouvelle séance. Euh, pour ceux qui viennent de nous joindre, je vous prie de vous abonner à ma chaîne et d'activer la touche de la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines sorties. Euh, Très bientôt, nous allons passer à la vitesse supérieure en augmentant le nombre d'apparitions des vidéos. Voilà. Euh, pour aujourd'hui, pour la séance d'aujourd'hui, j'aurais aimé que nous passions directement à la programmation, mais nous allons plutôt essayer de comprendre quelque chose avant d'entrer dans la programmation. Peut-être à la prochaine séance, nous allons essayer de commencer la programmation. J'espère que vous me suivez. Alors, sans plus tarder, nous allons voir qu'est-ce que nous allons étudier aujourd'hui. Alors, au programme d'aujourd'hui, nous allons apprendre les opérateurs arithmétiques, les opérateurs de comparaison, les opérateurs logiques, comme vous voyez ça sur l'écran. Et nous allons terminer par un bon bonus. Donc, je vous prie de rester connecté, de suivre cette vidéo jusqu'à la fin. Car à la fin de cette vidéo, je vais vous donner quelques conseils, quelques consignes et vous montrer un nouveau éditeur de programmation sur téléphone. Alors, sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif du sujet. Bon. Qu'est-ce que c'est qu'un opérateur arithmétique? Voilà, donc en programmation, nous allons beaucoup utiliser ce qu'on appelle les opérateurs arithmétiques. Comme vous voyez déjà sur l'écran, dans les opérateurs arithmétiques, nous avons par exemple le signe plus qui fait l'addition. Quand vous faites toujours, regardez, par exemple, il y a opérateur description, exemple. Donc, on a pris le soin de faire tout ça là de A à Z pour que vous puissiez mieux comprendre. Donc, l'addition, vous voyez de l'autre côté, quand je fais A plus B, je trouve 30. La soustraction, quand je fais A moins B, et je trouve moins 20. La multiplication, retenez très simplement que la multiplication en programmation, c'est le, l'étoile. C'est l'étoile qu'on utilise en programmation pour désigner la multiplication. Ce n'est pas croix que nous faisons d'habitude quand nous écrivons dans notre cahier ou bien au tableau. Donc, le signe multiplication en programmation en Python, c'est l'étoile que vous voyez à l'écran. Voilà. Et un slash comme ça veut dire division. Donc, par exemple, B divisé par A vaut 2. Après tout, vous avez pourcentage. Pourcentage en programmation veut dire modulo, c'est-à-dire le reste de la division d'un nombre par un autre. Voilà. Donc, si vous utilisez en programmation modulo, c'est pour trouver le reste de la division d'un nombre par un autre. Donc, pour dire puissance, pour utiliser la puissance en programmation, c'est double étoile. Double étoile. Donc, B étoile étoile A veut dire que je vais écrire 20 à la puissance 10, c'est-à-dire que A, B à la puissance A. Voilà. Si je vais écrire par exemple 2 puissance 2, 2 puissance 2, donc je serai obligé d'écrire 2 étoile étoile 2. Ça veut dire tout simplement 2 à la puissance 2. Et 2 slash en même temps, 2 slash en même temps donne la division entière de B par A. Voilà, la division entière de B par A. Voilà, si vous ne comprenez pas, vous pouvez mettre une pause et bien regarder ce qui est écrit. Voilà. On passe au suivant. Voilà, les opérateurs de comparaison. N'oubliez pas qu'en programmation, on utilise aussi
opérateurs de comparaison. Une expression qui ne peut prendre que des valeurs true ou false est appelée expression booléenne. True qui veut dire vrai, false qui veut dire faux en français, si je ne me trompe pas. Voilà, donc une expression booléenne, c'est ça. C'est vrai ou faux, soit c'est vrai ou faux, soit c'est 1 ou 0. Donc on suppose A qui est égal à 10 et B qui vaut 0. Donc vous avez les opérateurs, la description et exemple à l'appui. Donc pour dire, dans une condition, si nous voulons vérifier l'égalité, par exemple, on utilise deux égalités, comme l'indique le premier. Voilà. Donc, si nous voulons dire ici, par exemple, je reviens plutôt, A vaut 10, B vaut 20. Donc, l'exemple A équivaut à B vaut 0. Ça dit que c'est faux parce que A est 10, 10 est différent de 20. Voilà. Pour dire différent en programmation, on utilise le point d'exclamation égal. Donc, comme vous voyez de l'autre côté aussi. Voilà. Inférieur ou égal. Vous avez les signes d'inférieur ou égal, supérieur ou égal. Donc, tout ce que vous voyez au tableau. C'est ça qu'on appelle les opérateurs de comparaison. Si ça va très vite, vous pouvez à tout moment mettre une pause afin de mieux suivre, mieux regarder et comprendre. Voilà. Sinon, on reverra tout, on va revoir tous ces opérateurs de comparaison lorsque nous allons commencer la programmation proprement dite. Alors, on passe à l'étape suivante. Les opérateurs logiques, par exemple, entre booléens et on trouve un résultat booléen. Comme vous pouvez le voir, comme vous pouvez le lire au tableau, voilà, sur cette page, voilà, vous voyez que on a par exemple or en français qui veut dire ou, c'est un ou logique, and, not, non. N'oubliez pas que c'est très important. Tout programmeur doit être bon en anglais parce que la grande partie des programmes, nous utilisons les termes anglais pour faire de la programmation. Voilà, donc comme vous le voyez, on va revenir dans tout ça là. Donc il y a une petite description en bas qui résume tout ce qui est, ce qui veut dire en grande partie les opérateurs logiques. Voilà. On passe à l'étape suivante. Notion de variable, c'est très important. Ici, c'est très important parce que nous allons beaucoup utiliser les variables dans la programmation. Alors, on doit être capable de stocker les informations en mémoire centrale durant l'exécution d'un programme. Moi, généralement, je compare à une variable à, à un sac. Voilà. Donc, dans un sac, je peux mettre des objets. Donc, je peux mettre mes outils. Donc, quand vous prenez par exemple un sac, je peux mettre mes cahiers dedans, je peux mettre mon bic. Donc, je prends en programmation une variable comme mon sac. Voilà. Donc, on veut éviter d'avoir à manipuler directement des adresses. On manipule donc des variables. Le programmeur donne aux variables des noms et des choix. Les variables désignent une ou plusieurs cases mémoire. Donc, quand tu déclares une variable, j'espère que vous me suivez, hein. Voilà. Quand tu déclares une variable, donc ça veut dire tout simplement que tu crées en mémoire une case. Voilà. La case là, lorsque tu vas assigner, quand tu vas affecter une valeur à cette variable que tu as déclarée, donc la variable là va aller occuper la case que tu l'as réservée en mémoire. Voilà. C'est très important. Maintenant, l'affectation des valeurs à des variables. Donc le signe qui permet d'affecter euh, des valeurs à des variables, c'est le signe égal. Vous voyez, non, c'est le symbole égal. Le symbole égal. Donc, quand vous voyez par exemple, syntaxe pour affecter une variable, une valeur à une variable, c'est le signe égal. Donc, la syntaxe, c'est non variable. Regardez bien comment on écrit non variable.
Le non variable, ça peut varier. Vous pouvez prendre tout ce que vous voulez. Non variable peut être égal à A, égal à B, égal à non, égal à prénom, égal à ce que vous voulez. Mais l'essentiel que ça donne une signification. Donc, non variable égale à valeur. Donc, val qui veut dire valeur. Donc, si nous lisons en bas, on comprend que l'opérande non variable à gauche du symbole égal est le nom de la variable, alors que l'opérande val à sa droite est la valeur à stocker dans la variable. Donc, quand vous voyez en bas, par exemple, counta qui prend la valeur 100, affectation d'un entier. Voilà, 1000 qui prend la valeur 1000, point 0, ça veut dire affectation d'un réel. Vous allez comprendre ça tout à l'heure, ce que c'est qu'un entier, un réel. Vous devez être en mesure aussi de le comprendre. Name, par exemple, John est une chaîne de caractères. Donc, comme vous le voyez, et quand on va exécuter ce petit programme, vous voyez déjà en bas ce que ça va donner. Voilà, on passe à l'étape suivante. Les types de données standards. Voilà. Quels sont les types de données standards que nous avons en Python? On a 5 types de données standards que nous manipulons généralement. Les numbers qui veut dire les nombres, les strings qui disent les chaînes de caractères, les listes, les types, les dictionnaires. Bon, pour le moment, nous allons nous attarder seulement sur les premiers, numbers et strings. À la longue, nous verrons c'est quoi une liste, un tuple, un dictionnaire. Donc, on va plus tarder là-dessus. On passe à l'étape suivante. Alors, le nombre, numbers, c'est quoi un nombre en programmation? Python définit plusieurs types de nombres. Par exemple, vous avez des int. Int qui veut dire integer, des flottes de nombres à virgule complexes, les nombres complexes. Voilà, il y en a encore d'autres. Donc, l'instruction, par exemple, 3 égale à... Non, x égale à 3, excusez-moi, x égale à 3 crée une variable de type int initialisée à 3. Tandis que y égale à 3.0 crée une variable de type float initialisée à 3.0. Une chose à noter aussi en programmation, pour dire 3,0, on dit 3.0. Donc retenez ça très bien. C'est important. Ne mettez pas la virgule. Ne mettez pas la virgule en français pour dire que vous voulez dire 3,0. Non. Donc comme vous le voyez, en exemple, on a dit x égale à 3, y égale à 3.0. Ça veut dire c'est 3,0. Donc quand on fait un print, voilà. Donc si, supposons dans une programmation ou bien j'ai déclaré une variable très loin quelque part que je ne connais pas, je n'arrive pas à me rappeler de son type. Donc il suffit seulement de faire un print type entre parenthèses le nom de la variable. Donc ça va me permettre d'obtenir le type de cette variable. Donc par exemple quand on a fait print x, voilà, type de x, donc on remarque que x est un integer, est un int. Voilà. Donc, on passe à l'étape suivante. On va revenir, n'ayez pas peur, on va revenir sur ça, on va expliquer quand nous allons commencer la programmation proprement dite, nous allons revenir là-dessus et je vais encore mieux vous expliquer. Vous me suivez? D'accord. Alors, nous sommes arrivés sur les strings, les chaînes de caractères. Alors, une chaîne de caractères, string en anglais, suite finie de caractères. Donc, quand je dis bonjour, c'est une chaîne de caractères. Même écrit 1000, c'est une chaîne de caractères. Voilà. Ce texte est compris entre deux guillemets, comme vous allez le constater. Deux guillemets ou des apostrophes. Des guillemets ou des apostrophes. Ces deux symboles sont interchangeables. Donc, je peux utiliser l'un ou l'autre. Le signe plus correspond à la concaténation. Concaténation, ça veut dire quoi? Combiner, c'est-à-dire que si je dis bonjour et je dis Rémi, bonjour Rémi. Alors si je veux concaténer ça, si je veux dire, je veux qu'il m'affiche en même temps bonjour Rémi dans une seule phrase, je fais bonjour plus Rémi, je concatène, je mets le signe plus pour il va associer les deux en même temps afficher. Voilà. Et alors que le signe fois veut dire faire la répétition. Voilà.
le signe fois. Ouais, étoile, voyez, non, le signe étoile fait la répétition. Alors, créer une chaîne de caractères. Créer une chaîne de caractères. Vous pouvez affecter une valeur à une variable. Donc, comme vous le voyez, c'est S1 prend hello bonjour avec des guillemets. Voilà, deux guillemets. Et alors que CH2 prend bonjour avec, comment on appelle ça là, des apostrophes, deux apostrophes. Voilà. Donc, on va revenir là-dessus. N'ayez pas peur. On reviendra pour mieux expliquer tout ça là. Voilà. Quand nous allons commencer la programmation proprement dite. Voilà. Les strings toujours. Par exemple, quand je dis str, c'est une variable str. J'ai créé une variable que j'ai nommée str. Hello world. Bonjour le monde. Alors, pour l'afficher, je fais un print str. Il va m'afficher hello world. Donc, comme vous voyez, tout ça là, on va revenir là-dessus. C'est très, très important. Voilà. Les caractères d'échappement. Donc, les caractères d'échappement, comme vous le voyez, la liste des caractères non imprimables, c'est-à-dire sont des caractères qui ne vont pas s'afficher une fois que je le mets. Par exemple, quand je fais anti-slash B, ça veut dire tout simplement c'est backspace. Backspace qui va me donner espace. Backspace quoi. Backspace qui va me faire espace. Voilà. Et anti-slash E qui veut dire échappe, la touche échappe que nous avons par exemple sur l'ordinateur. Quand vous le mettez dans un print, il nous fait obligatoirement un petit escape. Voilà. Backspace, excusez-moi, voilà. Anti-slash N veut dire revenir à la ligne, new line. Comme vous voyez tout ça là. Voilà. Anti-slash T qui veut dire tabulation, tab. Nous allons utiliser ça aussi. Voilà. Anti-slash V qui veut dire vertical tab. La tabulation verticale. Voilà. Donc nous allons revenir sur ça quand nous serons en programmation. Merci. Suivant. Les entrées et sorties, c'est très important. Donc, nous ne pouvons pas finir cette séance sans parler des entrées et sorties. On a généralement besoin de pouvoir interagir avec un programme pour lui fournir des données à traiter, par exemple au clavier. Donc, tout ce qui est clavier, tout ce qui est notre touche de clavier, c'est ça qu'on appelle entrée. Pour pouvoir connaître le résultat d'exécution ou pour que le programme puisse écrire ce qu'il attend de l'utilisateur, par exemple, test écrit à l'écran, c'est la sortie. Donc, ce que nous voyons à l'écrit, par exemple, ce que vous voyez comme ça, c'est la sortie. Ça, c'est ce qui vous permet de dire les entrées sorties, c'est la sortie. Ce que vous voyez, c'est la sortie. Quand vous appuyez sur A et A s'affiche à votre écran, donc A, le fait d'appuyer sur A, c'est l'entrée, ça vous fait entrer une valeur et maintenant, votre écran l'affiche. Généralement, on dit l'écran, c'est la sortie, alors que le clavier, c'est l'entrée. Donc, le clavier permet de faire entrer des valeurs ou bien des chaînes de caractères, alors que votre écran vous permet de voir ce que vous faites. Donc, c'est la sortie. L'étape suivante. Donc, on va voir quelques fonctions d'entrée. La fonction input. À l'exécution, c'est très important. Vous allez bien retenir ça, la fonction input. À l'exécution, l'ordinateur ou bien notre portable, ici on va dire notre portable, voilà, interrompt l'exécution du programme. Affiche éventuellement un message à l'écran. Voilà, attend que l'utilisateur entre une donnée au clavier et appuie sur la touche entrée. On verra ça tout à fait bien, mais vous devez mettre une pause et suivez, reprenez ça très calmement et vous allez comprendre. Voilà. C'est une saisie en mode test. Voilà. La valeur saisie est vue comme une chaîne de caractères. On peut ensuite changer le type. Voilà. Je peux faire entrer 10 comme chaîne de caractères, mais le ramener en entier ou bien en float. C'est tout à fait normal. Voilà. C'est la fonction input ça. Ici, nous allons voir la fonction de sortie qui est print. La fonction de sortie qui est print. À l'exécution, sur notre téléphone, nous allons voir, il permet tout simplement de faire quoi?
cette fonction, sorry, elle permet tout simplement d'afficher la représentation textuelle de n'importe quel nombre de valeurs fournies entre les parenthèses et séparées par des virgules. On verra ça très bientôt. À l'affichage, ces valeurs sont séparées par un espace. L'ensemble se termine par un retour à la ligne, modifiable en utilisant sept. Voilà, comme vous le voyez. Possibilité d'insérer, voilà, vous pouvez insérer une nouvelle ligne, faire de la tabulation, retour à la ligne comme vous voyez à l'écran. Donc, c'est très important. Nous avons vu deux fonctions qui vont nous permettre de faire de la programmation. La fonction input qui permet de récupérer une valeur saisie et la fonction print qui permet de faire quoi? De récupérer la valeur, d'afficher plutôt la valeur saisie. Bien. Alors, comme je vous disais, tantôt, nous sommes arrivés pour parler un peu de quelque chose que je n'ai pas mis, je n'ai pas mentionné sous forme de bonus. Voilà, que je n'ai pas mentionné dans ce tutoriel. Alors, n'oubliez pas qu'il y aura en programmation, nous allons structurer notre code. Alors, pour mettre des commentaires, nous aurons besoin d'utiliser par exemple le symbole dièse. Le symbole dièse, bon, je vais quitter, je vais aller vers mon code pour vous montrer un peu ce que ça veut dire. Par exemple, regardez la première ligne. La première ligne, où est-ce que je vais aller pour mieux vous expliquer ça? Il faut que j'aille quelque part, voilà. Très très bien, voilà. Regardez par exemple la touche, la ligne 10. La ligne 10. La ligne 10. Avant d'écrire lire des valeurs, excusez-moi. Pour dire lire les valeurs de A et B, vous avez vu qu'on a commencé par écrire, par mettre le symbole dièse. Donc, ça permet de faire le commentaire. À l'affichage, quand nous allons exécuter à l'affichage, dièse là et tout ce qui précède le dièse là ne va pas s'afficher. Voilà, donc c'est un commentaire. Ça permet de faire deux commentaires. Nous allons utiliser ça beaucoup. Alors, si je veux faire commentaire sur plusieurs lignes, donc je suis obligé d'utiliser, voilà, des apostrophes 3 fois, apostrophe, 3 apostrophes, quoi. Ça fait 1, 2, 3. Donc, ça permet de faire des commentaires sur plusieurs lignes. Donc, apostrophe 3 fois et une autre dièse. Voilà, dièse là permet de faire des commentaires. Voilà, donc, par exemple, ici, dans notre cas ici, sur plusieurs lignes, ça permettait de faire quoi? D'écrire un programme, de donner l'énoncé que nous voulons faire, l'énoncé du code que nous allons écrire. Donc, comme vous le voyez. Alors, toujours en bonus, je vais aussi vous apprendre à utiliser un autre éditeur de code. Voilà, à la première séance, nous avons appris à installer Picoding. Pour cette séance, nous allons aussi apprendre à un nouveau éditeur, éditeur de code, un nouveau IDE qui est très très important. Voilà, nous allons l'installer, nous n'allons pas trop, je vais juste vous le présenter, c'est lui ça. Il s'appelle tout simplement, je vois, il est là. Voilà, c'est lui ici, c'est lui que vous voyez ici, Pi3. Donc Pi3, vous allez le voir très rapidement en bas quelque part. Pi3, donc vous allez faire la même chose comme la fois dernière je vous ai montré. Vous allez simplement rentrer dans votre excusez-moi que je me connecte. Voilà, vous allez dans votre Play Store. Vous voyez que tout simple, ce que je fais là, c'est mon téléphone. J'utilise mon téléphone pour vous présenter ce cours. Donc vous allez dans sorry, où est mon Play Store? Il est où là? Play Store, voilà. Vous allez dans votre Play Store une fois que vous êtes connecté. Voilà,
vous tapez dans la barre de recherche Pidroid 3. Donc Pidroid 3, comme vous le voyez, il va sortir. Moi, je l'ai déjà installé. Voilà, Pidroid 3 IDE, c'est un éditeur, c'est un IDE de Python. Donc lui aussi, il est intéressant. Si nous l'ouvrons, voilà, je l'ouvre, vous pouvez l'installer comme vous le voyez. Donc vous pouvez l'installer. Et c'est lui aussi, il est intéressant à voir quand même. Il est intéressant, il est comme l'autre là. Mais je pense que à la longue, nous allons l'utiliser plus que l'autre là. Voilà, plus que Picoding. Parce que lui, il permet de garder les pages ouvertes. Donc comme vous voyez, ce sont des pages, ce sont des programmes que j'ai déjà écrits. Voilà. Et il est facile. Et il a aussi quelques petits réglages. Il y a un terminal que nous pouvons, à la longue, que je vais vous expliquer. Il a aussi, comment on appelle ça, l'interpréteur que nous allons utiliser aussi. Euh, il a quoi là? Où il y a des petits réglages que vous pouvez faire avec celui-ci. Voilà. Euh, Allons-y, retournons. Voilà. Donc, nous voici aujourd'hui arrivés à la fin de la séance d'aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi de A à Z et je pense que vous allez vous abonner sur Défi Lab Code Mobile pour apprendre la programmation. C'est très très important. Voilà, et tout se passe avec notre téléphone. Sur Défi Lab, nous apprenons la programmation sur notre téléphone. N'oubliez pas de vous abonner. Voilà, abonnez-vous, likez et partagez. C'est très important. Voilà, likez, partagez avec vos amis. J'ai eu des retours. Les gens m'ont demandé qui est-ce qui peut apprendre. Je dis tout le monde. Une fois que vous avez un Android et vous êtes passionné par la programmation, vous pouvez le faire. Il suffit seulement d'installer ces deux logiciels que je vous ai cités, Picoding ou bien Pidroid 3. Alors, vous pouvez suivre ce cours tranquillement. Alors, merci de m'avoir suivi et à très très bientôt.